Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Le Cheval des métiers, mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette 4e saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine dans toutes leurs variétés. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez Equiresources est de vous accompagner dans votre orientation puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expériences avec des professionnels normands passionnés et passionnants qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Astrid Hombeck, responsable d'élevage au haras de Brulmaille en Normandie. Bonjour Astrid, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. Bonjour. Est-ce que pour nous, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, la formation que tu as suivie et comment est-ce que tu es arrivée ici responsable d'élevage ? Donc, moi, j'ai commencé par aller à l'école comme tout le monde. Après, j'ai commencé par mon papa m'a emmené à un baptême de poney dans un village à côté où, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à connaître les poneys et j'ai dit je veux monter à poney. Et ça ne m'a jamais lâché. Suite à ça, j'ai décidé de faire mes études en Normandie, étant donné que je suis originaire du Nord. Et la région où il y a le plus de chevaux, c'est la Normandie. Donc je suis partie très jeune de chez mes parents, j'avais 14 ans. Et je suis rentrée à l'école de C, où ils faisaient par alternance moitié école, moitié chez un maître de stage. Donc j'ai commencé par un BPREA pendant 2 ans. Après j'ai fait un bac pro aussi pendant 2 ans. Après le suite c'était partir sur un BTS et... les études, en fait, c'était pas trop pour moi. Et donc, ils m'ont suggéré de faire un BPREA, parce que j'étais pas prête physiquement et psychologiquement à partir dans la vie active. Donc, j'ai fait 2 ans de BPREA, où c'est une formation pour pouvoir s'installer, qui nous apprennent tout, la comptabilité et ainsi de suite. Et après le BPREA, je suis rentrée dans la vie active où je suis partie... parce que à partir du BPA, il faut un maître de stage. Et mon premier maître de stage, ça a été Patrick Martin, un cavalier professionnel en CSO, qui est au jour d'aujourd'hui arrêté depuis quelques années. Et ce qui était très drôle, c'est qu'aujourd'hui, je suis au haras de Brulmaille et que mon tout premier patron... En fait, c'était le cavalier de Monsieur Le Courtois. Donc, les étalons comme Alligator Fontaine ou Adam 5, la jument Brulmaille ou la jument Almandine, je les ai eus, je les ai montées très jeunes. Et elles avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'est étonnant de revenir à la fin de ma... Enfin, pas à la fin de ma carrière, mais de revenir au bout de tant d'années au haras de Brulmaille. Et de voir ces chevaux-là que tu as connus il y a plusieurs années. Pas les voir, parce que, évidemment, par la force des choses, il s'est passé pas mal d'années, donc ces chevaux-là sont partis, évidemment, dans le milieu des étoiles, mais de voir leur descendance, leurs filles, et puis au jour d'aujourd'hui, pouliner leurs filles, ça, c'est vraiment très, très drôle. Et comment est-ce que tu as découvert ce métier, puisque au final, tu as commencé comme cavalière de CSO ? Voilà, alors j'étais groom pour Patrick Martin, et c'était un patron on n'accepterait plus en fait, mais c'est un monsieur que je vénérerai toute ma vie, parce qu'il m'a appris tellement de choses, et puis il m'a appris de faire tout par moi-même, que j'ai grandi comme ça, et que... Maintenant, s'il y a un problème devant moi, ça ne me pose pas
En fait, je me pose pas de questions, j'y vais et puis je sais que je vais résoudre le problème. Et quand il a arrêté, il m'a dit, quand il a arrêté, il a fallu que je fasse autre chose. Et la première chose que j'ai vue dans les petites annonces, ça a été qu'il cherchait une cavalière dans les chevaux d'endurance. Donc, rien à voir du tout avec le monde du CSO et le monde de groom. J'ai dit, de toute façon, il faut manger. Donc, et je suis partie là-dedans pendant quelques années. J'étais cavalière pour eux. Ça m'a permis de voyager énormément et qui m'a beaucoup appris. Et en fait, tout le long de ma carrière, ça a été des changements. J'ai bien aimé voir tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai autant aimé aller voir travailler dans des écuries de pré-débourrage et débourrage et de pré-entraînement dans les pur-sang. J'ai travaillé aussi dans une écurie de pur-sang qui faisait principalement de l'obstacle. Et j'ai essayé les trotteurs aussi, mais parce qu'en fait je voulais tout voir, tout essayer, et je me rends compte que si tout le monde faisait ça, voilà quoi, tout serait plus facile. Tout serait plus facile parce que il y a des choses que dans le monde du CSO, je vois qu'ils font pas forcément attention, par exemple le cardiaque, tous les matins regarder les tendons, les articulations, comment ils marchent, comment ils se déplacent, voilà, est-ce qu'il a bien mangé, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et il y a beaucoup d'écuries maintenant qui, voilà, ils arrivent, ils donnent à manger, ils donnent le foin, ils mettent la selle sur le dos et puis on va au boulot et puis après, ils boitent. Mais ça se trouve, il avait ça quand tu lui as donné à manger. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir fait tout ce... Ça t'a beaucoup appris ? Ouais, ça m'a énormément appris. Et ça te sert maintenant dans ton quotidien de responsable d'élevage ? Et après, je vois dans le monde de l'endurance, il y avait un monsieur qui était ostéopathe pour les chevaux, et où là j'ai découvert aussi l'ostéopathie pour les chevaux. Et en fait, pendant mes vacances, j'ai tellement aimé ça que pendant mes vacances, je partais avec lui, je le suivais. Et pour apprendre, découvrir, savoir le mécanisme du cheval, comment il marchait, s'il sort du box, c'est qu'il marche comme ça, c'est qu'il a mal là et tout ça. Et en arrivant ici à Brulemaille, il y avait une jument qui avait du mal à prendre, et en fait je me suis rendu compte qu'elle avait juste mal au lombaire, que ça lui faisait mal sur les ovaires, et puis on a débloqué ça, et puis elle fait des poulains tous les ans. Donc c'est un truc tout bête, mais... Après, pour travailler dans ce métier-là, si on n'aime pas les chevaux, on le fait pas. Il n'y a pas de secret. Hein. Vous aimez pas les chevaux, vous le faites pas, c'est tout. Astrid, est-ce que tu peux nous décrire une journée classique, une journée normale quand on vient pas t'embêter au haras de Brulemaille pour répondre à notre podcast ? Une journée normale, comment dire ? Alors, j'essaye toujours de prévoir ma journée ou ma semaine, mais à savoir que dans l'élevage, on arrive le matin et tout ce qu'on avait prévu, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que travailler dans l'élevage, je pourrais définir ça comme un nouveau chapitre d'un livre qu'on est en train de lire. C'est qu'on ne s'attend jamais à ce qui va se passer dans la journée. Donc toutes tes journées sont différentes en fait ? Toutes les journées sont constamment différentes. Et alors décris-nous une journée, je sais pas, celle d'hier par exemple. Celle d'hier. Pour qu'on ait un peu une idée de ce que tu fais dans ta journée. Alors là, on est en pleine période La période de poulinage est terminée. Donc déjà, je dors 8 heures par nuit. Ça, c'est très très bien. Mais après, on arrive le matin, on soigne les chevaux, on lâche les juments et les poulains. Pendant qu'elles sont dehors, on retape les box, on met le foin, on balaye, enfin, le rituel normal. Après, moi, je rentre toutes mes juments pour la gynéco, parce que j'ai la vétérinaire qui vient tous les 2 jours pour suivre les juments, pour qu'elles soient inséminées, pour avoir un futur bébé, un futur crack l'année prochaine. Donc voilà. Et j'ai ma collègue Angélique qui, elle, part faire la tournée. Alors on dit
par faire la tournée, c'est qu'elle passe de champ en champ pour aller voir tous les chevaux. Et il y en a certains qui mangent, d'autres qui ne mangent pas parce que là, c'est la période où l'herbe a énormément poussé et nous, on a une terre d'élevage, donc l'herbe est vraiment très très bonne. Donc si en plus on leur donne à manger, on va faire des obèses. Donc voilà. Et s'il y a un souci, s'il y a un problème, une plaie, un cheval qui boite, elle me le dit en revenant. Et on part toutes les deux et je vais voir la gravité de la chose. Et soit je lui dis, bah, c'est rien, comme je dis souvent, c'est une rayure sur la carrosserie. Donc si c'est un petit bobo, on nettoie, on désinfecte et puis voilà. Et si c'est plus grave, je le rentre au box. J'évalue la cause et si je peux pas, moi, faire ce qu'il faut, j'appelle la vétérinaire pour qu'elle vienne s'occuper de ça. Et une journée alors plutôt l'hiver, dirons-nous, puisque là c'est la journée saison de poulinage terminée. Qu'est-ce que ça donne l'hiver? Donc l'hiver souvent fait... alors Monsieur Le Courtois fait à tous ses chevaux de 2 ans. De 2 ans, il fait toujours des bilans radio. Donc souvent, et puis on lui fait sauter les jeunes chevaux pour voir leur potentiel et tout ça. Il doit faire son tri pour les 3 ans. J'ai les castrations l'hiver. Après, je suis pas une personne qui reste à rien faire. C'est compliqué pour moi. Donc en fait, j'aime bien tout repeindre. j'aime bien faire du grand nettoyage et tout pour repartir sur une saison où tout est nickel. Parce que la saison, franchement, on n'a pas le temps de tout nettoyer, tout ça. Donc l'hiver, quand il y a du temps libre, ouais, j'aime bien faire du grand nettoyage et de la peinture. Et donc voilà. Et pendant la saison des poulinages, comment est-ce que ça se passe, ton quotidien? Alors, il faut savoir que j'ai les poulinages la nuit. Moi, j'interviens seulement pour un pouliné. Il y a un gardien ici sur place qui veille toute la nuit, qui a les bips des ceintures, qui a les caméras. Et moi, il m'appelle seulement si vraiment ça pouline. Parce que sinon, j'aurais du mal à enquiller pour ma journée. Donc, je pouline et le matin, je suis quand même là, même si j'ai très peu dormi. Le matin, je suis quand même là pour nourrir mes chevaux, sortir tout le monde et j'enchaîne ma journée, puis voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça se passe, la gestion du poulain, de sa naissance jusqu'au moment où ça va devenir un futur crack? Alors, quand ils naissent, je ne dis pas tout de suite que ça va devenir des futurs cracks. Enfin, je l'espère pour Monsieur Le Courtois et pour les clients, parce que Monsieur Le Courtois a des clients. Une fois qu'ils sont nés, donc j'ai une maternité qui ne sert qu'à ça. Une fois qu'ils sont nés, qu'ils ont à peu près 12 heures de vie, ils descendent avec moi à côté du barn, dans des plus grands box, où là je vois déjà, dès à quelques heures de vie, je vois déjà il y en a qui peuvent naître avec un peu tordu et tout ça. Donc j'essaye tout de suite d'anticiper le problème. Une fois que, dès le premier jour, je mets le poulain dehors avec sa mère, ce que j'appelle le bac à sable. En fait, c'est un rond de sable. Et la mère a besoin de bouger pour évacuer tout le liquide qu'elle n'a pas évacué pendant le poulinage. Donc elle a besoin d'évacuer. Le poulain aussi, ça lui permet d'ouvrir ses poumons, plus que de naître et d'être dans un box. Il a besoin d'ouvrir ses poumons. Après, cette première sortie, elle ne dure jamais plus de 30 minutes. C'est juste pour que la maman, elle bouge. Après, ils sont en box. Suite à ça, si le poulain naît sans aucun problème, et le lendemain, ils sont, 2 jours après, ils sont dans des petits paddocks individuels. Le temps que le bébé il commence à connaître sa mère, son environnement, nous aussi. Parce qu'il faut savoir que les poulains, quand ils naissent, ils ne voient pas clair. Ils voient que des ombres.
Et souvent, les gens me disent ah, mais il était tout mignon, et puis maintenant, on ne peut plus l'approcher. Et je leur dis non, c'est juste que maintenant, il voit clair. Il ne voit plus des ombres, il vous voit réellement. Donc voilà. Donc, ça me permet aussi de l'apprentissage des poulains, parce que nos poulains sont toujours, en fait, on les accompagne toujours au paddock. Ils ont des licoles, mais on les tient avec les bras et pour qu'ils soient toujours en contact avec nous. Ça évite d'avoir des chevaux sauvages, des poulains sauvages. Et après, au bout d'une semaine, ils sont dans un plus grand paddock. Et seulement au bout de 15 jours, j'ai un paddock un peu plus grand, où là, j'en mets... Parce qu'à 15 jours, le poulain suit très bien sa mère, comprend très bien sa mère, ce qu'elle demande et tout ça. Et à 15 jours, je les mets seulement que 2 suités. Je mets que 2 suités dans ce paddock-là, pour que les poulains, ils apprennent à avoir une autre jument et un autre poulain. Et ça m'aide beaucoup pour les poulains, et ça m'aide beaucoup aussi pour les médènes, qui, eux, c'est leur premier poulain, donc elles vont se retrouver avec une autre maman, un autre bébé. Et souvent, c'est un peu compliqué parce qu'elles ont leur bébé. Mon Dieu, il y en a un autre. Donc, ça me permet de voir comment elles se comportent. Et une fois qu'elles ont passé une semaine ensemble dans ce paddock-là, et que tout se passe bien, elles vont dans le grand champ que vous avez vu en dessous, là, où là, elles apprennent à vivre en troupeau. Enfin, les bébés apprennent la hiérarchie, pas seulement de leur mère, mais d'un troupeau. Donc, voilà. À partir de 2 mois, ils vont dans une autre parcelle, qui sont juste à côté des écuries, où là, il y a un nourrisseur. Parce qu'il faut dire qu'à 2 mois, ils mangent déjà dans la mangeoire de maman. Donc il y a un nourrisseur, où ils peuvent manger tranquillement. Ils apprennent tout seuls, d'eux-mêmes, à aller rentrer à l'intérieur, sortir pour aller manger. Et ça me permet, parce qu'il y a des poulains qui sont plus sensibles que d'autres. Donc si je vois qu'il y en a un poulain qui est plus fatigué que d'autres, je le rentre, je le ramène au box pour qu'il prenne un temps de repos, qu'il se repose. C'est pour ça que ce champ-là est juste à côté des écuries. Et une fois qu'ils ont plus grand, c'est-à-dire à partir de 4 mois, ils vont dans une autre parcelle qui est encore beaucoup plus grande. Et là, ils apprennent à vivre leur vie. À 6 mois, il y a le sevrage. Alors le sevrage, les garçons et les filles sont déjà séparés. Parce qu'il y en a certains qui sont plus précoces que d'autres. Donc, il ne faut pas trop les laisser ensemble quand même. Voilà. Après, où on les sert, il y a 2 abris. Il y a l'abri des filles et il y a l'abri des garçons. Parce qu'ils ont besoin où il y a de la paille et du foin, parce qu'ils ont besoin de trouver des réconforts et tout ça. Et ces 2 parcelles-là où il y a un côté les garçons, un côté les filles, ils sont bien... c'est délimité par une barrière. C'est-à-dire que les garçons et les filles peuvent se voir et peuvent se sentir, parce que après je ne peux pas contrôler, c'est leur affinité. C'est-à-dire que pendant qu'ils ont grandi avec maman, il y a des garçons qui ont fait leur super copain, c'était une fille. Donc, alors, le sevrage, perdre leur maman, plus perdre leur meilleure amie qui était une fille, ça ferait un peu beaucoup. C'est trop pour eux. Donc ça, je les laisse les uns à côté des autres, donc ils ont quand même un repère. Et à partir de l'année suivante, où ils ont 1 an et demi, là, je sépare les filles où il y a un couloir, mais dans un pré où ils se voient toujours, mais il y a un couloir qui va les séparer, parce qu'il y a les hormones qui commencent à se déclencher, hein. On peut pas faire autrement, hein. C'est la nature. Donc voilà. Et après, chacun va retrouver... ils vont grandir à chaque fois tous ensemble. Ils sont jamais séparés. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont toujours tous ensemble. Ils sont toujours dans le même lot. Après, il y a des rotations de parcelles. Donc les rotations de parcelles, c'est normal parce qu'il faut qu'ils bougent, ils grandissent. Ils ont besoin... l'avantage que j'ai ici, c'est qu'il y a des parcelles où il y a de la pente et tout ça. Donc ça permet d'avoir une musculature... plus impressionnante qu'un cheval qui grandit sur le plat. Donc tout est fait comme ça. Et
et donc les chevaux qui ont grandi ensemble et restent ensemble jusqu'à l'âge de 3 ans. Jusqu'à temps qu'ils partent soit au travail, ou soit qu'ils sont vendus, voilà. D'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ton métier ? Les inconvénients, c'est les imprévus. Les imprévus, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, quand il y a la saison de poulinage où il y a où évidemment, on n'a pas 8 heures de sommeil, c'est pas forcément un inconvénient parce que l'année d'avant, j'ai rempli ces juments-là, j'ai vu ces petits embryons sur les échographes et j'ai tellement hâte de voir leur bout de nez sortir. Et souvent, je me dis, je t'imaginais pas comme ça, toi. Donc, après, c'est pas un inconvénient. Et puis, il faut se dire que cette saison-là, qui est assez dure, enfin voilà, c'est l'élevage, c'est pas. Puis c'est juste quelques mois dans l'année, c'est pas toute l'année. Donc, puis c'est tellement enfin, pour moi, c'est tellement une satisfaction de les voir sortir du ventre de leur maman et de voir qu'ils prennent leur premier souffle et que j'ai pas besoin d'intervenir. Et déjà, les premières minutes, je me dis, ah bah toi, t'es un guerrier, quoi. Du calme, ça va bien se passer, prends le temps Et chaque poulinage est complètement différent. D'année en année, ça peut être la même jument, mais chaque poulinage est complètement différent. Chaque poulain est complètement différent. Ça peut être, je peux en avoir plusieurs du même père la même saison. Chaque poulain est complètement différent. Et je vois déjà leur caractère quelques minutes après qu'ils soient sortis du ventre de leur mère. Et quand je retourne à la maison pour me coucher, je suis heureuse. Je suis fatiguée, mais heureuse. Donc voilà. Et t'as hâte de te lever la nuit d'après, même si c'est au milieu de la nuit pour aller voir. Après, il y a des nuits où je pouline, tout va bien. Le poulain il s'est mis debout, il a tété, la maman est géniale. Je retourne chez moi pour me coucher et en fait des moments j'arrive même pas à la maison que donc le gardien qui s'appelle André il m'appelle, il me dit ça pouline, bon bah je fais demi-tour, j'arrive. Donc voilà, après c'est pas moi qui décide, hein. La nature est faite que et donc je reviens et puis je me dis, je rentre à la maison, de moi il est 5h du matin, 5h30, je dis dans 1h30 le réveil il sonne mais en fait ça me dérange pas, quoi. Je suis contente. Il y a 2 poulains qui sont nés cette nuit ou 3 poulains qui sont nés cette nuit et je me dis avec un peu de chance, André va pas m'appeler cette nuit, je vais dormir toute la nuit, donc voilà. C'est un inconvénient sans être vraiment un inconvénient, en fait. Voilà, c'est quelque chose que de toute façon tu aimes dans ton métier. Voilà, non, mais c'est comme je dis, si on n'aime pas, on ne fait pas, quoi. C'est pas possible. Après, est-ce que ça a un impact sur ma vie privée ? Non. Non. Donc voilà, parce que j'ai des parents qui m'aident. En plus, je suis maman d'un petit garçon qui a 6 ans, qui a déjà vécu des poulinages. Son premier poulinage était à l'âge de 3 ans, donc il a tout compris, c'est tout. J'ai mon compagnon qui est dans le milieu et lui qui fait pas les poulinages, il en fait que pour lui, mais qui connaît mon métier, donc si le soir je rentre, je suis fatiguée, ça lui pose pas de problème, quoi. Donc voilà. Justement, quelles sont les qualités nécessaires pour toi pour faire ce métier de responsable d'élevage ? Donc la passion ? Pour être responsable d'élevage, franchement, il faut... Enfin, c'est que la passion. C'est que la passion, c'est que aimer ses chevaux. Parce que, après, je suis tout à fait consciente que ce ne sont pas mes chevaux. Ce ne sont pas mes juments, ce sont mes poulains. Ce ne sont pas mes poulains. Mais après, moi, quand j'en parle, c'est mes étalons, c'est mes juments, c'est mes poulains. Voilà. Et je les connais tous par cœur. Que ce soit n'importe quelle génération, je les connais tous par cœur. Je connais tous leur caractère par cœur. Vous pouvez me dire n'importe quel poulain, je peux vous dire son caractère.
Et après, il faut aimer ça. Et il n'y a pas de secret, quoi. Parce que vous n'avez pas d'horaire. Il ne faut pas croire, c'est pas 8h midi, 2h, 5h. C'est pas possible. À 5h, à 4h30, vous avez un poulain qui commence à être malade. Vous ne pouvez pas dire bah non, c'est l'heure, je vais rentrer chez moi. Bah non. non, tu restes. T'attends le vétérinaire s'il faut appeler le vétérinaire. Et puis voilà. Et puis après, il y a des poulains qui naissent qui sont un peu plus tardis que d'autres, qui ont du mal à trouver la mamelle, à téter, à se mettre debout. Je sais. Moi, cette année encore, j'ai passé des nuits à me lever toutes les heures et à traire la jument pour donner un biberon au poulain parce qu'il avait du mal à se mettre en route. Mais voilà, il faut aimer son métier. Et puis après, il faut savoir que les jours fériés, il n'y en a pas. Les week-ends, c'est compliqué. Et donc voilà, après, si les gens qui partent dans l'élevage et qui disent mais moi, j'ai déjà vu des apprentis, on commence à quelle heure, mais on finit à quelle heure? Après, voilà, maintenant, la loi fait que ils sont obligés de finir à leurs horaires et que la loi fait que il faut plus qu'ils travaillent les jours fériés et qu'ils ne travaillent plus les week-ends. Et je leur ai dit, mais franchement, je leur dis, changer de métier, c'est pas possible. Parce qu'un cheval, c'est un animal, c'est pas une machine, quoi. C'est pas le vendredi soir, il est 5h, on enlève la clé du contact et puis à lundi, C'est pas, ils vont pas se tenir tranquilles en disant je vais pas être malade ce week-end, je vais pas me blesser ce week-end, je vais pas. Voilà, c'est pas possible. C'est impossible. Donc si on n'aime pas, on fait pas ce métier. Est-ce que tu aurais du coup des conseils à donner à quelqu'un, un jeune justement, qui voudrait faire ce métier? Quel conseil est-ce que tu lui donnerais si c'est un jeune passionné et qu'il a envie de faire ça? S'il est vraiment passionné par ce qu'il fait, il y arrivera. Franchement, il y arrivera. Il n'y a pas de conseil à donner, voilà, il faut juste aimer les chevaux, aimer son métier et puis être passionné parce que sinon, il n'y a aucun aboutissement. Donc si j'ai un seul conseil à donner à un jeune qui veut rentrer dans ce métier, c'est pas s'arrêter seulement à une seule écurie, c'est d'aller voir d'autres écuries, d'autres horizons, même si à la base il est basé, par exemple, dans le cheval de selle. C'est très bien aussi d'aller voir d'autres écuries, d'autres disciplines, qui nous apprend énormément. Pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, quelque chose dont tu te souviendras, qui t'a marqué et dont tu te souviendras quand tu seras à la retraite un jour? Une qui remonte à... Le cheval, c'est l'année des H, donc il a 6 ans aujourd'hui. Sa maman était prête à... Enfin, c'est une anecdote, évidemment, sur un poulinage et sur la suite du poulain. La maman avait dépassé son terme. Mais bon, à savoir qu'une jument, on ne peut pas... C'est compliqué de les déclencher, voilà. Donc en fait, il faut prendre son mal en patience et puis voilà. Donc elle avait dépassé son terme de 2 mois, ce qui est énorme. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'un poulain, quand il est dans le ventre de sa mère, il se développe, il grandit, il grossit. Au bout d'un certain temps, il régresse. Je ne savais pas non plus. Et ben voilà, moi non plus, je ne savais pas jusqu'au jour où voilà, j'ai vu ça. Un matin, donc je vais chercher, je mets cette maman je l'emmène au paddock et elle me reniflait beaucoup et elle faisait un bruit bizarre et j'ai dit écoute, ne t'inquiète pas parce que évidemment je connais toutes mes juments par cœur. Je lui dis t'inquiète pas, on fait demi-tour, on rentre au box, ça va bien se passer. Et donc je rentre au box et je remets la ceinture et je la regardais et je vois qu'elle commence à se coucher,
à se relever, à coucher, à se relever. Et là, je rentre dans le box et je lui enlève la ceinture et puis je lui dis, t'inquiète pas, je suis là, tout va bien se passer. Et ce moment-là, j'ai le poil qui s'érisse. Et donc, elle se met à pouliner. Le poulinage se passe, mais super bien. Super bien, tout à fait normal et tout. Et puis elle, une maman qui connaissait son boulot, donc c'était très facile pour moi, quoi. Et le poulain, quand je le vois sortir, donc il sort et il avait la peau et les os. Il n'avait pas de muscles. Il avait la peau et les os. Et dans ma tête, je me suis dit, mon pauvre chéri, ta vie va être très très courte, quoi. Et la maman, donc elle se lève, elle sent son poulain, normal, et elle se recouche. Mais, parce que, évidemment, les contractions, elle vient de pouliner, ça, elle avait mal au ventre, c'est normal, c'est tout à fait normal, quoi. Et en se recouchant, elle se couche d'une façon où le poulain était très près de ses mamelles. Et je vois que le poulain, il renifle, il sent les mamelles. Donc en fait, je le glisse vers les mamelles et il se met à téter. Et là, je lui dis, tu veux vivre? J'ai fait, ok, je suis là, tu vas vivre. Et ça a été très long. Hein. Ça a été très long parce qu'il n'a pas pu se lever tout de suite. Donc pendant plusieurs jours, il a fallu que je traite la mère toutes les heures, que je donne le biberon. Et puis il fallait que je le change de côté pour pas qu'il ait d'escarres. Donc voilà. Et après, une fois qu'il avait ses muscles ont commencé à se dessiner, je le mettais debout, mais pour qu'il apprenne le sens de l'équilibre, mais je le tenais. Parce que si je le lâchais, il tombait aussitôt. Et donc je le tenais, et puis au fur et à mesure, je les mettais debout, et je le lâchais progressivement, mais tout en restant à côté, pour pas qu'il tombe. Et il a commencé à trouver son équilibre et à tenir tout seul. Mais il tenait tout seul, mais il ne marchait pas. Et le jour où la maman a vu que son bébé tenait tout seul, sans bouger, et que je m'éloignais de quelques mètres, mais tout en restant dans le box, et bien en fait la maman se plaçait pour qu'il aille téter, qu'il apprenne à téter tout seul. Elle se tournait, elle se plaçait, elle se mettait pile poil que lui soit devant les mamelles. Et là, la nature est... Enfin voilà, quoi, elle est super belle, quoi. Et la maman donc m'a beaucoup aidée. Et le poulain a commencé à prendre la force jusqu'à un jour où une nuit je suis arrivée. Il était debout tout seul et tétait sa maman tout seul. Mais bon, il s'est passé quand même un peu plus de 3 semaines. Hein. Oui, mais n'empêche qu'il a survécu, alors qu'en soi, quand tu l'as vu, tu t'es dit, bon là, ça va être compliqué. Voilà. Et en fait, il avait vraiment envie et il s'est battu. Ses premières sorties, c'était... je sortais juste maman du box et puis on allait manger et brouter l'herbe qu'il y avait juste en face du box. Et parce que bébé, il pouvait pas trop bouger parce qu'il était très vite fatigué. Et suite à ça, le poulain, après, il a grandi normalement. Il a été sevré normalement. Et à l'âge de 2 ans, c'était le plus beau du lot. Et voilà, ce cheval-là, aujourd'hui, il a été vendu. Il est à l'étranger. Et c'est un super cheval de concours. Donc c'est une belle histoire. Voilà. Ce qui a été très dur pour moi, c'est quand il est parti. Mais, mais bon, l'avantage, c'est que j'ai régulièrement des nouvelles et que c'est un cheval extraordinaire, quoi. Comment est-ce que tu envisages ton métier dans quelques années, dans 5-10 ans? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Déjà, le métier a énormément évolué dans la façon d'être avec les chevaux, d'être avec les jeunes chevaux. Par exemple, la méthode Blondeau, qui n'existait pas et qui maintenant existe. Et que l'ostéopathie pour les chevaux, avant ça n'existait pas. Et maintenant, voilà. Et il y a plein de choses qui évoluent, comme le transfert d'embryon. Avant, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Maintenant, c'est une routine. Maintenant, il y a Dixie pour le prélèvement d'ovocytes sur les juments.
ça évolue tout le temps, mais après, c'est chaque écurie qui, soit elles évoluent, soit elles restent... Il y a encore beaucoup d'écuries où les chevaux, ils naissent, et puis, ils naissent, et puis, ils ont 3 ans, et il faut les rentrer, il faut les vacciner, les vermifuger, passer au maréchal. Ils ont 3 ans, ils n'ont jamais vu un homme. Mais ça existe toujours, ça. C'est ça le pire. C'est que, après, tout dépend des écuries. Soit les écuries évoluent avec leur temps. Moi, je sais qu'ici, c'est toutes les histoires de... On tape sur un cheval pour embarquer, ou où il bouge, on met en nez. Ça, ici, ça n'existe plus, quoi. C'est parce qu'on les prend... moi, je les prends dès la naissance avec moi, et je vois leur évolution. Après, oui, que ce soit les mâles ou les garçons, vers 1 an et demi, il y a une rébellion. C'est ce que j'appelle la crise d'adolescence. Voilà. C'est... ils vont tester des choses. C'est-à-dire, je vais essayer de te mordre, je vais essayer je veux pas que tu mettes mon licol, là, j'interviens où je leur dis, il reste quoi, 4-5 jours avec moi aux écuries, on travaille tous les jours, pour leur dire, ça sert à rien ta crise d'adolescence, hein. Avant, il n'y avait pas de problème, donc on va continuer dans cette même voie. Mais après, voilà, c'est l'avenir, je n'en ai aucune idée, tout dépend des écuries, si ils veulent rester comme avant ou s'ils veulent progresser, quoi. C'est comme les vétérinaires. L'avancement de tout ce qui est vétérinaire, c'est énorme. Et il y en a, je vois encore des vétérinaires qui fouillent des juments sans échographe et qui disent elle est pleine. Parce que voilà, quoi. Moi, je vois la clinique avec qui on travaille, la clinique d'Olivet. Ils ont scanner, IRM, tout ça pour les chevaux, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, toutes ces évolutions technologiques, ça aide aussi énormément à vous améliorer et à faire les choses plus facilement, en plus, dans votre quotidien. L'avancée technologique au niveau des vétérinaires, oui, ça, c'est plus qu'une aide, parce qu'on a un problème avec un cheval, c'est vu dans la journée. C'est pas des semaines qui vont se passer, où il faut aller à Paris, où il faut aller... c'est dans la journée, on sait le problème du cheval. Donc tout va... On peut soigner 10 fois plus vite. Voilà. Merci beaucoup Astrid d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était un échange très intéressant. Merci à vous d'être venu me voir. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi-orientation du service Equiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Ce métier requiert une grande autonomie et beaucoup de polyvalence. Il vous demande une grande disponibilité, notamment pendant la période de reproduction et des poulinages. Il faut également ne pas craindre le travail en extérieur. Savoir manager une équipe sera essentiel. Il faut donc pour cela aimer le travail d'équipe et transmettre. Plusieurs formations préparent à devenir responsable d'élevage. Des bacs pro agricoles aux licences professionnelles dans la filière équine, en passant par les BTS agricoles, notamment le BTS agricole production animale. Vous retrouverez le détail de toutes ces formations sur la fiche métier responsable d'élevage sur le site d'Equiresources. Attention, outre la formation, ce sera surtout votre expérience terrain qui vous permettra à terme d'accéder au poste de responsable d'élevage. Il sera donc important pendant vos années de formation d'effectuer des stages en élevage pour arriver plus facilement à décrocher vos premiers postes d'assistant d'élevage et ainsi acquérir sur le terrain les gestes pratiques nécessaires et aussi vous construire de solides connaissances en génétique. Sur Equiresources, en moyenne, une 30aine d'offres d'emploi sont diffusées chaque année. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier responsable d'élevage sur le site d'Equiresources. Et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Equiresources dans la rubrique Métiers et formations. Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications, ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation, telles que le guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations.